4, je propose qu'on écoute un des Français justement qui est à Wuhan et qui demande à être rapatrié. Et Sibeth Ndiaye nous rejoint, elle est secrétaire d'État, porte-parole du gouvernement. J'ai signalé ma présence à Wuhan. Ça fait déjà plusieurs jours, depuis le début du blocage, en fait, depuis que mon avion a été annulé. J'ai eu un questionnaire médical, simplement, là, que j'ai dû remplir hier. J'avais jusqu'à 20 heures pour le remplir, on l'a rempli. Ma femme l'a rempli aussi. Je n'ai aucune certitude pour l'instant de quand va être l'avion. Bonsoir Sibeth Ndiaye. Merci Bonsoir. d'être notre invitée. Vous êtes secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement. On va parler bien sûr dans un instant de la 8e journée de mobilisation à Paris contre la réforme des retraites. Mais d'abord sur le coronavirus, on vient d'en parler. Il y a une réunion en ce moment à Matignon. Agnès Buzyn doit faire un point de presse. Mais est-ce que vous nous confirmez que les avions, 2 avions, vont partir pour rapatrier des Français? Dans quel ordre et de quelle façon? Alors la réunion se déroule en ce moment à Matignon. J'y étais présente avant de vous rejoindre ce soir. Je ne peux pas vous en dire plus parce que nous sommes en train de caler les détails techniques, y compris en liaison avec les autorités chinoises. Donc avant que les choses ne soient entièrement et définitivement calées avec ces autorités, je ne peux pas vous en dire plus. Mais je crois que la ministre de la Santé, ou tout du moins le ministère de la Santé, aura l'occasion de communiquer dessus dans la soirée. Juste un mot, on a parlé de réticence chinoise à recevoir les avions étrangers pour rapatrier leurs ressortissants? Non, je ne crois pas. On a des relations qui sont très fluides avec les autorités chinoises à travers le Quai d'Orsay, évidemment. Et donc, les choses se font en bonne intelligence. Mais dans ces matières-là, il faut toujours avoir beaucoup de prudence. Donc, vous ne pouvez pas me dire si c'est bien demain que part le premier avion? Je ne peux pas vous le confirmer à ce stade. D'accord. Mais donc, il y a un doute? Non, pas du tout. C'est simplement que, avant de pouvoir nous communiquer, nous souhaitons être entièrement en ligne avec les autorités chinoises. Donc, il est assez naturel que, avant que cette communication ait lieu, nous ayons tous les éléments posés sur la table, les circonstances du départ pour l'ensemble de nos compatriotes qui le souhaitent. Et donc, avant que ces éléments-là ne soient prêts, je préfère ne pas en parler. Avec beaucoup de transparence, l'assistance publique Hôpitaux de Paris a expliqué aujourd'hui que le 4e patient chinois de 80 ans n'avait pas été détecté tout de suite et a donné un peu l'état des lieux. Est-ce que du coup on peut se dire que la France est vraiment prête aujourd'hui? Oui, tout à fait. Je pense que ce qui est important à avoir en tête, c'est que nous adaptons notre posture sanitaire en fonction de l'évolution de la connaissance que nous avons de ce virus. Il y a quelques jours encore, nous ne disposions pas de toutes les informations. Les autorités chinoises ont très rapidement mis en ligne la séquence du virus pour que nous puissions disposer d'un test fiable. Nous avons disposé de ce test-là et au fur et à mesure des informations dont nous disposons, nous sommes capables de dire au fond quel est le cas type que nous devons isoler. Et donc, quand ce patient, en l'occurrence, s'est présenté une première fois aux urgences d'un hôpital parisien, il ne remplissait pas les critères permettant de le déterminer comme un cas à risque. Mais dès qu'il a été pris en charge, tout a été mis en œuvre, y compris dans son entourage, pour ce qu'on appelle les cas contacts, pour mener les investigations nécessaires. Alors un mot de la situation générale à la fois politique et sociale. Alors que le président avait un peu remonté la pente après les Gilets jaunes avec le grand débat. Aujourd'hui c'est une 8e journée de protestation, des violences régulières dans les manifestations quand même, des remarques très sévères du Conseil d'État sur le projet de loi de retraite, des divisions à la République En Marche, alors à la fois sur les municipales, mais un petit peu quand même sur les retraites, on va voir. Bref, c'est pas la réforme de trop? Non, je ne crois pas. Je pense que les Français nous font profondément confiance pour répondre à cette promesse de transformation que nous avons eue au moment de l'élection présidentielle. Moi, je crois que c'est très important, quand on a eu des engagements, de les tenir. Parce qu'au fond, ce qui fait mourir la politique, ce qui fait mourir la confiance des concitoyens dans les dirigeants politiques, c'est la capacité incroyable que certains avant nous ont pu avoir devant la moindre difficulté de s'arrêter. Alors quand même, donc la mobilisation aujourd'hui est en baisse. A priori, on n'a pas tous les chiffres, mais elle était en baisse dans un certain nombre de villes. On n'a pas encore les chiffres de Paris à cette heure-ci. Est-ce que vous vous dites, ce problème est derrière nous, ou est-ce que la colère n'a pas disparu et elle va ressurgir sous d'autres formes? Attention. Moi, je crois qu'il faut distinguer plusieurs choses. Il y a dans notre pays une colère, vous l'avez exprimée, qui s'est exprimée au moment des Gilets jaunes notamment, qui s'exprime aussi à nouveau
au moment de ces mobilisations que nous connaissons actuellement sur la réforme des retraites, je ne suis pas certaine qu'elle soit dirigée contre un objet précis. Ça se manifeste à l'occasion de cette réforme des retraites. Vous faisiez référence à une forme de radicalité, de violence qu'on peut voir désormais à chaque fois qu'il y a des manifestations. C'est très malheureux pour notre pays. Je crois qu'il faut le distinguer du débat en lui-même sur le contenu de cette réforme des retraites que nous devons toujours inlassablement expliquer. Il y a encore de la pédagogie à faire, évidemment, sur ce sujet-là. Il y a même à remplir le projet, parce qu'il y a beaucoup de trous. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Comme l'a remarqué même le Conseil d'État. Non, il y a des choses... que toute la partie financière est lacunaire. Sur le Conseil d'État, je crois qu'il faut prendre les choses avec une certaine distance. C'est normal que le Conseil d'État critique les projets de loi. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on lui envoie des projets de loi. Il n'a rien déclaré d'inconstitutionnel dans ce projet de loi, à l'exception d'une disposition concernant les enseignants. Les enseignants, justement. Un élément important qu'il faut noter. Il a considéré que ce projet de loi était constitutionnel. La deuxième chose, c'est que nous avons fait un effort considérable de transparence au sujet de l'impact financier que pouvait avoir cette réforme. Et quand on regarde d'autres réformes qui ont été réalisées précédemment, j'allais dire que la complétude des études d'impact n'était pas tout à fait au même niveau que celle qu'on peut connaître dans cette réforme-là précisément. Elle est critiquée, cette étude d'impact, par un certain nombre d'économistes et de chercheurs aujourd'hui dans le monde. Elle considère que les cas types qui ont été choisis sont un petit peu problématiques, qu'en fait c'est un peu pour arranger le gouvernement et que les cas sont finalement tout à fait... Voilà, c'est davantage guidé, je cite, par la volonté de montrer des gagnants que par un souci de représentativité. Voilà ce que disent les économistes Thomas Piketty, Dominique Méda ou encore Julia Cagé. Je crois savoir que les économistes en question appartiennent à une école de pensée bien définie. Je ne crois pas que... c'est politique, vous dites. Je pense que, notamment pour Thomas Piketty en particulier, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il est dénué totalement d'arrière-pensée politique en la matière. Donc j'entends parfaitement que des critiques puissent être apportées à ce projet de loi. Je l'entends parfaitement. Ce que je veux aussi signaler, c'est qu'on a souhaité donner de la place à la démocratie sociale. Il y a quelques semaines, le débat était « vous ne discutez pas avec les organisations syndicales, vous décidez droit dans vos bottes, tout seul dans votre coin ». On fait un pas vers les organisations syndicales, tout du moins réformistes, font un pas vers le gouvernement. S'ouvre une négociation sur l'équilibre financier du système. C'est demain. C'est à partir de demain, où d'abord on commencera par se mettre d'accord sur quel est l'état financier du système, sur comment il faut financer des avancées sociales qui sont des avancées sociales majeures à l'intérieur de ce projet de loi. Et on nous dit aujourd'hui, dis donc, pourquoi vous discutez avec les organisations syndicales ? Donc il y a une forme de paradoxe. Moi, je crois très profondément qu'on fait un pari, qui est le pari de la démocratie sociale, que ce pari sera gagnant parce qu'il y a de la responsabilité chez les organisations syndicales réformistes, comme chez le patronat. Est-ce qu'il y a obligation de résultat, c'est-à-dire, dans le fond, vous préféreriez que le gouvernement ne reprenne pas la main ? Est-ce que vous dites aux syndicats, on aimerait bien que ça marche ? À partir du moment où nous avons fait cet acte de confiance, et je crois que peut-être il y avait un déficit de confiance entre nous, les organisations syndicales, les organisations patronales. Cette confiance, nous avons voulu la rétablir à travers un pas important que nous avons fait, en particulier sur l'âge pivot. Les organisations syndicales font aussi un pas. Mais le corollaire de cette confiance, c'est qu'on arrive à trouver une solution qui nous permette de dire comment on résout le problème du déficit d'ici à 2027, et ensuite, quelles recommandations on peut faire pour équilibrer le système. Nous avons des idées pour le faire. Charge maintenant aux organisations syndicales de discuter d'alternatives le cas échéant. Justement, sur les professeurs, le Conseil d'État, vous l'avez dit, considère que la revalorisation des salaires des enseignants telle qu'elle est inscrite dans le texte d'aujourd'hui, ne serait pas constitutionnelle. Donc, alors, le législateur, plus exactement, le Conseil d'État considère qu'on ne peut pas contraindre le législateur. Et que donc, ce serait une forme d'injonction au prochain gouvernement. C'est une forme d'injonction au prochain gouvernement. Pour nous, c'était une manière, et c'est une manière de donner des gages aux enseignants. Mais est-ce que vous allez le changer, ça ? Est-ce que vous allez faire un projet de loi à part pour la revalorisation des enseignants ? De toute façon, il était prévu que nous ayons un projet de loi de programmation sur la revalorisation des enseignants qui permettent de dire à moyen terme comment est-ce qu'on met de l'argent petit à petit pour la revalorisation des salaires des enseignants et comment aussi le métier est amené à changer. C'est aussi une réflexion qu'on a sur la loi de programmation pour la recherche où on va regarder comment l'évolution... C'est là qu'il y aura les éléments. Bien sûr, c'est ce qui était notre engagement dans la loi, dans le projet de loi tel qu'on l'a déposé.
le Conseil d'État nous dit qu'on ne peut pas forcer le législateur à faire une loi de programmation. Ça insécuriserait les enseignants. Bon, vous avez vu que Jean-Luc Mélenchon dit qu'il va faire de l'obstruction, que ça va être la guérilla parlementaire, mais en même temps, vous dites, bon, c'est bon, ça va marcher? Non, pas du tout. D'abord, je regrette que Jean-Luc Mélenchon soit dans une attitude d'opposition systématique, mais en même temps, j'en suis pas tellement étonnée, si j'ose dire. Moi, je crois que notre majorité est extrêmement solide sur ce sujet-là, que ce soit les députés de La République En Marche, les députés du MoDem, qui pensent très profondément que c'est une réforme qui va permettre de réduire les inégalités. Rendez-vous compte, aujourd'hui, les retraités les plus pauvres ont 7 fois moins de revenus que les retraités les plus riches. On va réduire cet écart à 5. Je pense que, de ce point de vue-là, on peut être fier de réaliser une réforme qui permet ça. Et nos députés, je vous l'assure, en sont très fiers. Oui, mais alors vos députés et vos militants et vos adhérents en général, et puis vos candidats au municipal, bon, bah, ils ne sont pas si soudés que ça. C'est ce qu'on apprend là depuis quelques jours maintenant. On a l'impression qu'il y a un député tous les 2-3 jours qui quitte le groupe. J'exagère à peine. Mais enfin, il est passé de 314 à 302. Et bon, attention quand même. Et est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce parti jeune, nouveau, un peu différent, bah, finalement, les différences internes vont prendre le pas et il n'est pas suffisamment structuré pour traverser, par exemple, des municipales dans lesquelles il y a au moins 17 dissidents recensés à cette heure-ci? Vous savez, il y a maintenant plus d'1 an, notre pays a connu une crise sociale pas sans précédent, mais en tout cas une grande crise sociale. On a eu des parlementaires qui, dans leur circonscription, ont été plus que rudoyés. On a eu des incendies de permanence électorale de nos députés. Ça explique ils ont tenu se posent bon. Des questions. Non, pas du tout. Et ils ont tenu bon. Ils ont tenu bon parce que il y a par-delà leur sensibilité différente, leur parcours différent, un projet qui les unit. Ce projet qui les unit, c'est un projet de transformation à la fois de notre pays. Il y a des départs. Non, il y a des doutes. Il y a des doutes. Il y a des gens qui trouvent que ça va pas, que les engagements ne sont pas tenus. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une majorité qui fait défaut au président de la République et au chef du gouvernement lorsqu'on vote une loi? Jamais. En 2 ans et demi de quinquennat, ça n'est jamais arrivé. Et je peux vous dire... Il y a un candidat à Paris qui a dit non au président, Cédric Villani, et qui lui a dit « j'ai pas envie de rejoindre Benjamin Griveaux ». Et qui s'est de lui-même mis en marge du mouvement. Je crois qu'il y a des choses qui unissent tous les marcheurs. Écoutez, il s'est mis en marche du mouvement. Le bureau exécutif de La République En Marche aura à statuer ce soir sur cette situation. Comme son délégué général l'a dit, Stanislas Guerini, nous prenons acte de cette défection de Cédric Villani. Évidemment, on le regrette parce que nous, on souhaite qu'il y ait du rassemblement. Aujourd'hui, quand on regarde la dissension, la dissidence qui existe à Paris, ça nous affaiblit collectivement dans le camp progressiste. C'est perdu ? Non, je ne crois pas. Je pense qu'on a dans la personne de Benjamin Griveaux un candidat qui s'est installé, qui est stable dans les sondages, qui mène une campagne qui est une campagne de projet. Et on voit bien que les sondages ne sont pas très encourageants. On voit bien que quand pendant 2 minutes, on arrête de parler de Cédric Villani pour savoir s'il est à l'ouest, au nord ou au sud, on parle du projet. Et quand on entend parler du Central Park parisien que propose Benjamin Griveaux, on voit qu'on peut parler projet à Paris. Dernière question. Vous qui êtes une spécialiste de communication, vous avez proposé j'ai peur. aux internautes, vous avez proposé aux internautes de vous poser des questions auxquelles vous répondrez à l'issue du compte-rendu du Conseil des ministres. Et vous avez proposé d'utiliser le hashtag AskPPG, porte-parole du gouvernement. Ask en anglais, demandé donc au porte-parole du gouvernement. Et alors, vous avez eu de toutes sortes de questions loufoques et parfois provocatrices. Et des questions très sérieuses aussi. J'en remercie très vivement tous les Français qui ont bien voulu participer à cet exercice. Moi, je crois très profondément qu'on ne peut pas être dans une tour d'ivoire quand on est un politique. Et qu'en fait, il faut avoir la capacité de se mettre à hauteur d'homme. Donc, il faut prendre les baffes de temps en temps. Il faut prendre les gens qui ne sont pas contents, y compris sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui n'ont pas été respectueux. On a mis de côté ces commentaires. Mais il y a plus de 5000 commentaires qui ont été réalisés. Parfois le jus d'orange avec ou sans pull, pouvez-vous nous faire un point mercato d'hiver de la Ligue 1, etc. Il y a bien pur. Il y a des questions, il y a Welcome de Benalla, il y a des choses assez marrantes, il y a des choses sur les tartines auxquelles d'ailleurs j'ai répondu, puisque les vidéos seront publiées ce soir de mes réponses. Pour moi, l'exercice, c'est d'abord un exercice de transparence démocratique. On a tiré au sort des questions et ce soir, vous verrez des questions où j'ai répondu sur le G5 Sahel, j'ai répondu sur la santé mentale en France. Moi, je crois qu'il faut se mettre à hauteur de vue et à hauteur d'homme. Et il ne faut pas hésiter à le faire. Après tout, on n'a rien à cacher et tout à dire. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur ce plateau. Tout de suite, Alain Duhamel, Natacha Polony.